Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey Mario, comment vas-tu? Je vais bien, je vais très très bien. Guy, Oui. Écoute, on est à quelques jours là, du temps des fêtes, puis on fait un blitz d'enregistrement de podcasts qu'on va présenter en 2019 parce que on a avec nous Vincent Hubert. Bonjour. Bonjour Vincent. Hey, salut. Bonjour. Puis Vincent ne sait pas, mais hier soir, on a enregistré un autre podcast et il y a la semaine dernière un autre, donc on fait vraiment un petit blitz ces jours-ci d'enregistrement. On se les enfile un par derrière l'autre. Et on va tout présenter ça en 2019, pendant l'hiver. Donc, tout ça pour dire que c'est bizarre de faire c'est la première fois qu'on fait un blitz comme ça en décembre, parce que tout le monde, le mois de décembre, c'est un mois où tout le monde est occupé. C'est la course, les cadeaux, en tout cas. Puis j'imagine que c'est vrai pour autant pour toi, Vincent, que pour Guy. Puis pourtant, on réussit à libérer notre agenda, donc c'est quand même pas trop pire. Ouais, moi, c'est la première semaine où j'ai pas de concert de Noël qui m'occupe avec les enfants à l'école puis tout le monde. La semaine passée, j'avais comme 5 concerts en 4 soirs. Fait que c'est un temps qui est toujours très très occupé le temps des fêtes. Absolument. Mais on en profite pour enregistrer un podcast et avec toi, Vincent, ce qu'on veut faire, c'est pour la petite histoire, t'as fait avec nous un podcast il y a maintenant de cela 3 ans où on a fait un peu l'espèce de présentation 101 de qu'est-ce qui est le IoT ou Internet des objets. Et puis là, ce qu'on voudrait faire avec toi, c'est un peu une suite à ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, puis où ça s'en va, c'est vers où s'en va l'IoT. Puis, t'as gentiment nous as proposé un paquet de petits sujets qu'on va essayer de couvrir, peut-être pas dans l'ordre que tu nous as donné, mais on va essayer au moins de toucher les points. Mais la formule, Vincent, est toujours la même, si tu t'en souviens, c'est avant de parler du sujet, on veut aussi quand même que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Puis, écoute, t'es un consultant en informatique. Bon, t'es diplômé en génie informatique, puis ça doit faire peut-être une 20aine d'années que tu fais tu fabriques du logiciel. Oui, ça me rajeunit pas. J'aime toujours dire que j'ai gradué au siècle dernier, mais le début du siècle s'éloigne au fur et à mesure que mes cheveux grisonnent et tombent. Donc oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à programmer sur un VIC-20 en fait. Probablement milieu des années 80 et puis j'ai toujours aimé la programmation, puis quand je me suis rendu compte qu'il y avait des programmes pour faire ça à l'université puis que je pouvais en faire une carrière, je me suis lancé là-dedans. Tout en ayant toujours un intérêt du côté du matériel. Ma mère m'a rappelé il y a pas longtemps que mon personnage préféré dans Tintin, c'était le professeur Tournesol et que un de mes livres préférés de Tintin, c'était de mémoire Le Trésor de Rackham-le-Rouge, parce qu'on visite le laboratoire du professeur Tournesol. Puis moi, je me disais, il me semble quand je vais être grand, là, j'aimerais ça que ça a l'air de ça, mon travail. Donc, j'ai toujours orienté un peu ma pratique du côté logiciel qui permet d'interfacer avec des bidules ou avec des objets. J'ai travaillé pas mal en aéronautique. J'ai travaillé... donc, j'ai vraiment... Je suis beaucoup plus du côté interface avec des objets que du côté purement système comptable ou back-end processing pur. Et donc, je suis à mon compte depuis 2010. J'ai plusieurs clients qui sont... je travaille pour plusieurs clients depuis ce temps-là. Et depuis 2015, en fait, depuis le podcast de 2015, j'ai fait une incursion dans le monde de l'enseignement. Je me suis pris quelques charges d'enseignement pendant quelques mois pour changer de mal de place, en fait. Et
c'est vraiment une expérience que je suggère si jamais il y en a qui ont l'occasion de le faire, parce que se retrouver avec des gens, vraiment, c'était du ab initio. Donc, c'est un programme de technique informatique au collège, en fait, à la branche technique du collège André Grasset, qui s'appelle l'Institut Grasset, qui ont un programme de DEC en informatique, orientation nouveaux médias. Donc, c'est de la programmation, mais qui est vraiment orienté appareil mobile, web, et moi je donnais les cours d'introduction vraiment à la programmation, introduction à l'orienté objet, et c'est donc essayer de prendre des gens on part au premier cours là, puis ils ont de la misère à faire leur Hello World, et puis quand moi je les laissais à la fin de la deuxième session, ils étaient capables de me faire une petite application leur examen final, c'était faire une application en Android qui calculait des doses d'engrais pour différents types d'engrais. Donc, ils sont partis d'un Hello World sur une console et 8 mois après, ils étaient capables de développer cette application-là. Moi qui aime jardiner, je suis vraiment content du jardinage que j'ai fait avec mes élèves, puis où est-ce qu'ils sont venus, là, tu les vois pousser peu à peu. Puis malheureusement, comme dans le jardinage, t'as beau tirer dessus, ils poussent pas plus vite. Tu sais, faut vraiment que tu les laisses progresser à leur vitesse. L'informatique, c'est vraiment quelque chose que tu apprends par essai et erreur. Tes essais, tes erreurs. Tu peux apprendre des erreurs des autres un peu, mais le gros de l'apprentissage se fait avec tes propres erreurs. Tout à fait. Puis, mais je pense que tu me racontais ça un peu plus tôt. Il y a toujours un plaisir quand on voit dans les yeux de nos étudiants qui viennent de comprendre quelque chose d'important. Comme par exemple, tu disais, quand les gens, par exemple, comprennent la notion de pointeur. Puis là, ça leur ouvre tout comme une nouvelle vision de qu'est-ce qui est possible, de ce qui est possible de faire avec les commandes de programmation. Puis là, c'est toujours excitant de voir ça. Ou tout simplement que c'était un concept qui était dans le noir. J'ai réutilisé, c'est drôle d'ailleurs, parce que pour ce cours-là, j'ai réutilisé la manière dont moi, mon prof me l'avait montré à l'université, qui est une pièce de théâtre. Donc, tu fais venir 3-4 élèves en avant de la classe, tu donnes des petits cartons aux élèves, tu dis, bon, ben toi, tu es A, toi, tu es B, toi, tu es C, toi, tu es le pointeur P, toi, tu es le pointeur Q, puis ensuite, tu écris le code au tableau, puis là, tu dis A est égal à 3, fait que tu donnes un petit carton égal à 3 à la personne qui est A, puis là, tu dis P pointe sur A, puis là, P pointe sur A, puis juste comme tu fais ça visuellement, là, les gens font c'est ça un pointeur, parce que tu dis non, lève ton bras plus haut le bras. Puis si t'as une crampe, change de bras, mais faut que tu pointes. Et là, juste le fait de le voir, de le visualiser, les gens font c'était ça. Puis ça faisait comme 2 cours qu'on parlait un peu des pointeurs et tout. C'est ça. OK. Là, je comprends. Bon, ça veut pas dire qu'ils maîtrisent tout à fait très bien instantanément après, mais le processus mental commence à se faire. Puis après ça, ben c'est juste une question de pratique et de faire des muscles avec. Tout à fait. Donc, écoute, Vincent, je suis d'accord avec toi. C'est une expérience qui est intéressante à vivre d'enseigner. Guy, toi, tu vas le faire encore plus dans la prochaine année, maintenant que tu as officialisé l'Académie Azure. Mais c'est une formation qui s'adresse pas là à des étudiants qui débutent en informatique. Non, c'est en entreprise. Là. C'est en entreprise où il y a des cours publics là aussi, là, mais principalement en entreprise. Mais il y a quand même aussi, même en entreprise, des fois on le voit là, dans les yeux d'étudiants que puis là ils viennent de comprendre quelque chose, puis là ça fait comme wow. C'est toujours le fun, ça. Donc, on arrive à ça. Vincent, nous, on va essayer de faire la même chose à nos auditeurs parce qu'on veut parler d'IoT, donc d'Internet des objets. Puis on va espérer que pendant l'écoute, ils vont aussi faire comme « Ah, wow, je n'avais pas pensé ou je n'avais pas vu les choses de ce point de vue-là. » Mais encore là, c'est drôle de dire « vu » ou « voir » quand c'est un podcast auditif. Donc, je n'entendais pas les choses... Mais bon, la vue est tellement un senseur important pour l'être humain qu'on fait référence toujours à voir, même si c'est avec nos oreilles qu'on est en train d'écouter un podcast. Bizarre, hein, comment notre anthropomorphisme est fait chez les êtres humains. Tout le monde se fait une image mentale de quoi a l'air quelqu'un lorsqu'on entend la voix. C'est souvent d'ailleurs assez déstabilisant quand on voit la photo de la personne puis on dit c'est drôle, hein, je l'imaginais pas comme ça à la radio. Oui, hein, c'est un bon point. Des fois ça peut être très
plaisant parce que tu fais comme puis dans d'autres cas tu fais comme ben non l'image ne fit pas en tout avec la voix, en tout cas l'image qu'on s'était fait. Un peu comme quand on lit un roman puis on a des personnages puis dans notre tête puis qu'on va voir un film après où est-ce que là on se dit il me semble c'est pas comme mon roman, c'est pas la façon que moi j'aurais transposé. C'est correct. C'est pas le casting que j'aurais pris là, Effectivement. Me semble tel personnage, je l'aurais casté différemment. Je le voyais grand et mince, puis il est petit et gros. On veut parler d'Internet des objets. Donc, imaginons qu'on a des auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'écouter le podcast il y a 3 ans, puis qui se disent Internet des objets, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, la définition la plus simple qu'on pourrait donner de ce terme-là, ça serait? Ben, la définition la plus simple, c'est un objet, Internet des objets, un objet connecté. C'est un objet physique. Donc, quelque chose qui est dans le monde réel, dans le monde physique, qui a la possibilité de soit interagir avec son milieu ou de détecter des choses de son milieu ou les deux et de transmettre cette information-là à un réseau. Donc, à ce moment-là, on parle d'Internet et ou le cloud et ou un serveur centralisé. Donc, l'expérience la plus simple d'Internet des objets, ça serait un petit senseur, par exemple, qui serait présent physiquement, qui serait capable, par exemple, de mesurer la température, puis de envoyer cette information-là sur le cloud à une infrastructure qui, elle, pourrait se servir de l'information qu'elle reçoit du senseur. Exactement. Ça peut être, par exemple, justement un thermostat dans une pièce qui peut envoyer cette information-là dans le cloud. Il y a beaucoup aussi d'objets qui nous entourent de plus en plus puis qui ont cette intelligence-là, que ce soit de manière directe ou non. On peut parler, par exemple, des télés intelligentes. Moi, je me suis acheté une télé il y a quelques années. Je branche la télé, je dis tiens, il y a un port réseau. Fait que je branche le port réseau dans ma télé intelligente. Quelle est la première chose que la télé intelligente a faite? L'écran est devenu comme tout bleu. Ça a dit mise à jour du firmware, puis ça a pris 1 heure avant que je puisse utiliser ma télé. Et c'est une télé. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'objets qui, à partir du moment où tu les connectes, que tu leur donnes accès à un réseau, gagnent d'autres fonctionnalités. Il y a par exemple les Fitbit, tout ce qui est montre pour sportifs qui ont la capacité, qui ont des senseurs, donc qui peuvent détecter le rythme cardiaque, qui peuvent détecter les accélérations, la température corporelle et je sais pas quoi d'autre. Ces montres-là ont la possibilité après de transférer les informations soit à un téléphone ou directement dans le cloud, peuvent être ces données-là peuvent ensuite être agrégées. Il y a les petits assistants genre Google Home, je pense que ça s'appelle, le petit haut-parleur à qui on parle puis qui peut nous donner de l'information. Alexa, c'est la même chose, donc on peut interagir avec ces choses-là. Là, on parle évidemment à ce moment-là d'objets qui sont physiques chez les gens et qui visent un marché, je dirais... grand public. Grand public, de consommateurs. Puis aussi, tous les produits qui ont des objets connectés à l'intérieur, mais qu'on les voit même pas, là. Les micro-ondes, maintenant les laveuses, les sécheuses, les réfrigérateurs, tous ces objets-là contiennent aussi des objets connectés à l'intérieur de plus en plus. En fait, ils sont pas toujours connectés, mais il y a toujours une certaine intelligence. J'ai toujours une certaine frustration. Autant je suis quelqu'un qui est en technologie, qui aime beaucoup la technologie, autant avec certains objets, je suis un arriérisme, tant qu'à créer un nouveau mot. J'aime pas un poêle. S'il y a trop d'électronique dans le poêle, puis il y a trop de boutons, puis je veux mettre le four à 375, puis mon four me dit erreur, je me sens stupide, puis je devrais pas avoir à me sentir stupide parce que je comprends pas comment fonctionne mon four. Donc, il y a beaucoup d'objets comme ça qui ont une certaine intelligence, mais qui sont pas nécessairement connectés. Là où un objet devient connecté, c'est à partir du moment où il y a la capacité de transmettre cette information-là au cloud. Mais oui, il y en a de plus en plus. Les voitures, entre autres, ont de plus en plus de capacité à se connecter à ce qui les entoure. Et ça, c'est au niveau grand public, mais il y a aussi tout un niveau industriel de production.
En agriculture, la possibilité de pouvoir mesurer l'ensoleillement, mesurer l'humidité, mesurer la quantité de pluie à distance d'un champ, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour un agriculteur. La possibilité de pouvoir contrôler à distance, que ce soit l'éclairage, la température, l'équipement qu'il y a au niveau d'une ferme, c'est un avantage. Par après, évidemment, il y a des traitements qu'on peut faire avec cette information-là, dépendant du modèle d'affaires du fournisseur des produits. Il existe, par exemple, des robots automatisés pour la traite des vaches. Donc, la vache arrive, sur la vache, il y a une petite puce, le robot lit la puce, donc sait quelle est la vache, traite la vache, mesure la quantité de lait qui sort de la vache, et après ça, on peut être capable d'analyser, mais telle vache, sa production de lait a augmenté, elle a baissé. On peut, à la rigueur, si ça a été vendu comme un service plutôt que comme un produit, on pourrait peut-être avoir des comparaisons avec d'autres fermes de la même région. Est-ce que avec la température, toutes les vaches produisent moins ou si c'est juste ma ferme? Donc, il y a vraiment des applications comme ça qui peuvent être autant du côté grand public consommateur que du côté industrie. Il y a tout un mouvement au niveau du manufacturier qu'on pousse très, très, très fort au Québec, qui est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc, vraiment remplir les usines avec des capteurs qui vont aller chercher de l'information au niveau du processus de fabrication pour être capable d'optimiser ce processus-là, pour être capable d'augmenter la productivité de l'usine, finalement, sans nécessairement avoir à embaucher plus de gens, tout simplement en faisant des petits ajustements ici et là pour être capable d'aller chercher un surcroît de productivité. Donc, un objet connecté, c'est très simple. C'est un objet qui a la capacité d'accumuler de l'information et qui a la capacité, après ça, de transmettre cette information-là sur le cloud. Puis, une des choses qui est plus réelle aujourd'hui en 2018, puis il était peut-être moins en 2015, puis je disais ça dernièrement, c'est... on a souvent dit, si on prend le monde des PC puis le monde des téléphones, il dit, écoutez, quand vous activez un PC neuf que vous avez acheté, ils disent, dès que tu le connectes sur un fil avec l'Internet ou que tu le connectes avec sans fil, mais en dedans d'une quinzaine de secondes, c'est sûr qu'il va être détecté et il va y avoir une tentative de corruption là, de ta machine par des petits robots là, qui sont qui veulent les autres essentiellement essayer de rendre ton ordinateur soit un zombie ou des choses comme ça. Puis c'est pour ça que souvent ils disaient avant de vous connecter, assurez-vous d'avoir mis votre OS de base là, avec la protection minimale. C'est ce qu'ils font si tu installes aujourd'hui Windows 10 ou téléphone, n'importe quel, ils ont déjà au moins une protection minimaliste. Mais ce que je disais, c'est que du côté des Internet des objets, la même chose se passe, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui eux autres essaient de prendre possession de ces petits CPU-là pour se faire des méga réseaux de petits CPU prêts à faire du travail pour eux autres le moment opportun, puis ça change la donne, c'est-à-dire que même les fabricants d'équipements ou les fabricants de ces choses-là doivent essayer de protéger et de sécuriser leurs petits objets là. Sinon oui, la sécurité en Internet des objets, c'est un monde en soi. Pourquoi? Parce que si c'est simplement un senseur de température, il n'y a pas vraiment d'impact majeur. Mais imaginez que vous avez une voiture qui est connectée et que quelqu'un arrive à prendre le contrôle à distance de cette voiture-là. Les conséquences peuvent être pas mal plus catastrophiques. Mm-hmm. J'avais entendu parler d'une compagnie qui, elle, avait fait un fusil connecté, donc une carabine pour la chasse, là, mais connecté, donc qu'on pouvait ajuster des paramètres directement avec son téléphone cellulaire. Est-ce que tu pouvais même tirer à distance? Non, ils ont eu l'intelligence de pas mettre cette fonctionnalité-là. Ils se sont dit, d'un coup que... Et ils ont vraiment fait cette analyse-là en disant, c'est quoi le pire qui peut arriver si quelqu'un prend le contrôle du fusil à distance, il peut tirer avec, OK, on mettra pas cette fonctionnalité-là. Et donc, tout le système de mise à feu, de déclenchement, lui, se trouve à être absolument mécanique, non automatisé.
Par contre, le système était fait en sorte pour que quelqu'un puisse, si la personne est en train de viser, décalibrer la mire pour que la personne puisse viser à côté, par exemple. Mais effectivement, dans ce cas-là, ils ont eu l'intelligence de dire non, on ne fera pas cette fonctionnalité-là. Et à partir du moment où on a des objets qui sont connectés, c'est une des réflexions qu'il faut qu'on se fasse au niveau de la sécurité. Si je sais pas, mon Microsoft Word décide qu'il y a un bug avec l'application, ben le pire qui peut arriver, c'est que je perds mon document. Au niveau des objets, ça peut avoir une conséquence sur la vie des gens. Il y a des industries où il y a des standards qui sont très bien établis. J'ai travaillé, moi, sur une machine qui injectait du matériel radioactif dans un patient pour l'imagerie médicale en temps réel. Il y a des normes à suivre. Il y a des normes à suivre et la Food and Drug Administration nous demande un document pour dire « Avez-vous vraiment pensé à ça? » Et la machine, au moment où elle a été conçue, on a vraiment regardé qu'est-ce qui peut aller mal et comment est-ce qu'on peut s'assurer que on n'est pas en train de tuer notre patient finalement. Et quelles sont les manières dont la machine pourrait tuer le patient et puis qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que ça se produise. Puis des fois, c'est quelque chose de tout simple. Par exemple, la machine utilisait une certaine quantité de solution saline à injecter dans le patient. On s'arrange pour que le sac ait une quantité maximale de saline qui ne peut pas tuer le patient même si la machine décide qu'elle s'emballe. Donc des fois, la solution n'est pas nécessairement technologique, elle peut être tout simplement pratique. Je crois que c'est un peu le même phénomène qu'ils utilisent pour les aspirines, les médicaments pour enfants, les petits comprimés pour enfants. Je pense que la raison pour laquelle il y a juste 24 pilules dans ces trucs-là, c'est que même si un enfant prend les 24 pilules, il va être malade, mais probablement qu'il en mourra pas, dépendant de l'âge de l'enfant. Donc, on peut mettre des mécanismes de protection comme ça, mais la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et donc, quelqu'un prend le contrôle de l'appareil pour faire en sorte que l'appareil fonctionne mal et blesse quelqu'un, ou quelqu'un prend le contrôle de l'appareil pour que l'appareil fasse des attaques sur d'autres systèmes informatiques parce que cet appareil-là a accès à Internet. Les deux sont vraiment possibles et c'est pour ça que la sécurité est vraiment quelque chose de primordial au niveau d'Internet des objets. Parce que souvent aussi, c'est pas un réflexe, c'est des objets, c'est de l'embarqué. Et traditionnellement, l'embarqué n'avait pas de contraintes de sécurité. En n'étant pas connecté. En n'étant pas connecté. En fait, c'est dommage parce qu'en français, il y a un mot qui est sécurité. Et en anglais, il y a deux mots. Il y a safety et security. Et les deux mots ont un sens différent. En anglais, safety, c'est un produit qui va pas te blesser. Puis security, c'est un produit qui a juste le monde qui sont autorisés qui vont pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas cette distinction-là en français, mais du côté safety, on travaillait très, très fort là-dessus. Mais au niveau security, on travaillait pas dessus parce que mon poêle, si tu n'as pas un accès physique au poêle, tu peux pas faire grand-chose avec s'il est pas connecté. Et comme disait quelqu'un, à partir du moment où quelqu'un a un accès à ta salle de serveur, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances en informatique pour faire une attaque, un denial of service attack. Hein. Parce que tu peux commencer à tirer les fils. Faire du dommage. Ta sécurité est compromise. Donc, cet aspect-là n'était pas... Les programmeurs d'objets ont pas nécessairement cette sensibilité-là. Ils sont beaucoup plus sensibles à utiliser des structures de données compactes, beaucoup plus sensibles à faire du code qui exécute rapidement parce que l'aspect capacité de processing des objets est souvent moindre que sur des gros ordinateurs et il n'y avait pas ce réflexe de sécurité-là. Puis souvent, il n'était pas si familier que ça avec tous les enjeux quand on parle de communication, réseautique et tout. C'est d'ailleurs un des points qu'on a sur notre liste. On voulait glisser un mot sur le nouveau service que Microsoft offre qui s'appelle Azure Sphere ou Azure Sphere, si on le dirait en français, qui est essentiellement une offre pour simplifier la mise en place d'Internet des objets totalement sécurisé. On peut le décrire comme ça, là, ça répond réellement à ce besoin-là là, de simplifier ou de rendre ça plus accessible aux fabricants d'équipements, de pouvoir inclure des objets connectés, mais totalement sécurisés en utilisant une plateforme qui est offerte par un fabricant comme Microsoft, qui eux ont déjà tout envisagé et solutionné les problèmes les plus
peut-être pas tous les problèmes, mais tous l'ensemble des problèmes qui sont connus aujourd'hui en 2018, là. Ben, ouais, en fait, le gros progrès à ce niveau-là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé en 2015, c'est que tout ce qui est architecture, ce qu'on appelle en anglais des system on a chip, donc des systèmes extrêmement intégrés, petits, compacts, complets et peu chers, ben ça, il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus puissants. Donc, ça permet d'utiliser des architectures logicielles sécurisées beaucoup plus facilement. On a moins de compromis à faire à ce niveau-là. Mm-hmm. Et c'est à première vue ce que Microsoft ont fait avec leur offre de Sphere, c'est-à-dire qu'ils ont pris des composantes existantes qui étaient déjà sécuritaires, ils les ont mises ensemble et ils ont agrégé ça sur une petite plaquette électronique qui fait quelques centimètres avec des pins pour pouvoir la connecter à l'univers et aux appareils autour. Mais ça, il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais eu la capacité d'avoir une puce capable de rouler un système aussi complexe sur un système aussi petit à un coût aussi Tout à petit. fait. Donc, sécurité, c'est une des avancées qu'il y a eu ces dernières années. Il y en a un autre qu'on peut pas négliger, puis on va devoir en parler, puis en parler peut-être un peu plus en détail. C'est l'influence de l'intelligence artificielle. Donc, les algorithmes intelligents, là, ou les algorithmes d'apprentissage, deep learning, ça vient... explique-nous donc dans quelle mesure ça a un impact là, sur l'Internet des objets. Ben en fait, l'intelligence artificielle, je me posais la question avant l'enregistrement, j'ai googlé investissement intelligence artificielle Montréal, et puis Google m'a retourné 140 000 pages, 140 000 liens. J'ai dit non, donne-moi juste ce qu'il y a dans Actualité. Puis on avait 20 000 articles. Faut quand même dire que Montréal est un des 3 grands centres planétaires d'intelligence artificielle, probablement puis un majeur, là, c'est pas un petit centre, là, c'est le... Donc, t'avais choisi la bonne ville là, pour avoir beaucoup de... Ah, j'ai choisi la bonne ville, soyons chauvins, mais c'était aussi pour voir que c'est un développement qui n'avait pas lieu, qui n'était pas là il y a 3 ans, lorsqu'on a fait le podcast. Et cette effervescence-là, plus les gens commencent à en parler, c'est un peu le principe de la saucisse high grade, plus les gens en parlent, plus les gens investissent, plus les gens investissent, plus il y a des progrès, plus il y a des avancées. Et donc, toutes ces avancées-là au niveau de l'intelligence artificielle ont permis de mettre des systèmes d'analyse et d'apprentissage profond qui sont beaucoup plus développés. En quoi ça a un lien avec l'Internet des objets? C'est que les objets connectés, les objets qui sont un peu partout, ont une capacité qui est de détecter des données, en fait, lire des informations sur leur environnement et transmettre ces informations-là dans le cloud. Maintenant, une fois que cette information-là est rendue dans le cloud, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, on la stocke et après, on peut s'en servir, on peut la donner, on peut s'en servir pour la donner un algorithme d'apprentissage profond, puis voir qu'est-ce que cette donnée-là va nous apporter en connaissance. Un exemple que j'avais dont on m'a parlé, je sais pas si c'est un récit apocryphe ou non, mais je parlais tout à l'heure de ma machine, du robot qui sert à traire les vaches. Sur le collier de la vache, il y a aussi un GPS, un accéléromètre, et donc ils sont capables de voir la vache se déplace combien de temps, comment est-ce que la vache se déplace dans son champ, est-ce qu'elle va à un endroit plus qu'à un autre, est-ce qu'elle court, est-ce qu'elle marche, toutes sortes d'informations comme ça qui, si tu te demandes comment allait Marguerite avant hier, tu peux voir le trajet qu'elle a fait dans le parc, c'est intéressant si tu t'intéresses à Marguerite ta vache. Mais au-delà de ça, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'on peut inférer? On a mis ça dans un algorithme d'apprentissage pour voir différents paramètres. Et ils se sont rendus compte que lorsque la vache était, je sais pas c'est quoi le terme technique, moi ma spécialité c'est l'informatique, mais prête à être inséminée, elle avait tendance à se déplacer beaucoup plus. Dans la distance qu'elle parcourait dans sa journée dans son parc doublait. Et donc, au lieu d'être obligé d'aller vérifier manuellement si la vache est prête sur une base régulière, il pouvait se servir de ça pour inférer, à mon avis, celle-là est pas mal prête aujourd'hui, on va aller vérifier. Et comme de fait,
ils perdaient beaucoup moins de temps à essayer de savoir quand était le temps d'inséminer quelle vache. Ils étaient capables d'avoir cette information-là en inférant à partir du comportement de la vache, donc à quel point elle se déplace, à savoir si elle était prête ou non à être inséminée. Donc ça, je dirais, c'est le gros développement qui s'est fait, pas juste sur les vaches. Non, écoute... Mais c'est le gros développement qui s'est fait au niveau de l'Internet des objets. C'est-à-dire qu'on a commencé à se poser des questions sur ces données-là. Qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce qu'il y a des liens entre une chose et l'autre? Est-ce qu'il y a des corrélations, des groupements, des choses qu'on peut faire? Et étant donné qu'on a une énorme capacité de données, ça aussi, c'est un des changements. C'est pas un changement, mais c'est une évolution. C'est-à-dire que la capacité de stockage dans le cloud est rendue énorme. Il y a différents services de stockage aussi en fonction de si on veut nos données tout de suite dans 5 minutes ou dans une demi-heure. Et donc, toute cette capacité-là de pouvoir stocker les données, les envoyer, les traiter, les rouler des algorithmes d'apprentissage dessus, font en sorte que maintenant, on est capable d'utiliser ces algorithmes-là en temps beaucoup plus réel. Donc, on a appris, en fait, je vais faire une petite parenthèse sur le fonctionnement d'un algorithme d'apprentissage. Un algorithme d'apprentissage, c'est assez simple. C'est qu'on donne une série de données, on donne une série de réponses au système et on pourrait dire un peu de la magie noire, mais en fait, ça fonctionne avec un système de réseaux neuronaux qui essaie d'émuler un petit peu le fonctionnement du cerveau. On est capable d'entraîner cet appareil-là à, lorsqu'on va lui donner d'autres données, être capable de nous donner les réponses d'après l'entraînement que le système a reçu. C'est très action-réaction. Un des problèmes qu'on a avec ces systèmes-là, c'est que c'est vraiment comme une boîte noire. Donc, le système a appris, mais il peut pas vraiment nous expliquer ce qu'il a appris. On sait que pour telle entrée, on va avoir telle sortie, telle entrée, on va avoir telle sortie, mais pour aller décortiquer pourquoi sous telle entrée, il nous donne telle sortie, c'est pas toujours évident. Fin de la parenthèse sur l'apprentissage machine. Ici, Vincent, on voit vraiment l'informaticien en toi qui aime bien être capable de toujours expliquer le pourquoi des choses. Puis là, malheureusement, l'apprentissage profond, on peut pas toujours expliquer pourquoi un algorithme fait ci ou fait ça, parce que c'est très difficile de comprendre tout le chaînage d'apprentissage qui s'est fait dans les différentes couches que les réseaux neuronaux ont mis en place. Là, surtout des fois, il y a 1000 ou 2000 couches, là, donc c'est pas simple à comprendre. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir ces technologies-là évoluer en parallèle. Donc, on a vu l'évolution là tout ce qui est Internet des objets au fil depuis les 3 dernières années. Pardon. Et on récolte énormément d'informations. Puis en parallèle, on a vu une évolution super rapide, là, tout ce qui est intelligence artificielle pour traiter ces données-là. Donc, puis le cloud évidemment pour stocker, accumuler là cette gigantesque montagne de données-là. Donc tout se fait en parallèle. Puis c'est intéressant parce que chaque morceau répond à un besoin de l'autre là, finalement. Puis si je peux me permettre, tu donnais un exemple tout à l'heure de ta vache qu'on utilisait finalement des mesures biométriques sur la vache, mais faut pas penser que c'est juste les animaux qui vont être sujets à la biométrie. Les êtres humains sont probablement ceux qui vont se faire le plus avoir le plus de capteurs avec d'Internet des objets. Tu parlais tout à l'heure des petits bracelets Fitbit, mais tu peux avoir beaucoup de types de capteurs. Puis dans un futur assez proche, parce que j'écoutais un podcast, une entrevue finalement de Yuval Harari, l'historien qui a écrit le livre Sapiens, puis il vient de publier son dernier livre qui est 21 défis pour le 21e siècle. Puis entre autres, lui, ce qui sensibilisait les gens, c'est, écoutez, dans l'histoire de l'humanité, notre partie personnelle, elle était toujours protégée, c'est-à-dire que mes pensées profondes, c'était à moi, puis il y avait personne qui pouvait venir aisément les comprendre ou savoir mes choses à moi. Mais il dit, avec toute cette biométrie-là, c'est-à-dire ces senseurs-là qu'on va mettre sur nous, puis souvent, on va accepter d'avoir les senseurs parce qu'on va nous dire, si je te mets des senseurs, je vais détecter beaucoup rapidement des maladies.
Donc, si tu veux une bonne santé, je te mets des senseurs, mais en contrepartie, on va savoir beaucoup plus que juste ta maladie. Par exemple, si les senseurs sont capables de comprendre comment ta rétine de tes yeux réagit quand tu vois des images, lui, il donnait l'exemple, cet historien-là, il est homosexuel, il l'a découvert, il dit autour de, en tout cas, pour qu'il l'a découvert, mais il a accepté, il avait peut-être 21 ans, il dit, moi, il dit, à 15-16 ans, si j'avais eu des senseurs, il aurait probablement, détecté comment ma rétine bougeait un peu différemment quand il y avait des personnages d'hommes versus des personnages de femmes, puis peut-être même que le système de réseaux neuronaux aurait découvert avant moi que j'étais homosexuel. Et c'est ce genre de choses-là qu'on va se retrouver, c'est-à-dire qu'est-ce que les machines vont savoir sur nous que même nous, on n'est pas encore capable de savoir. Ça, je sais pas si c'est un récit apocryphe, ça date d'il y a quelques années, mais ça parlait vraiment de l'aspect justement un peu invasif que peut avoir ces données-là. Apparemment, il y a des compagnies de cartes de crédit qui étaient capables de savoir qu'une femme était enceinte avant même qu'elle passe son test de grossesse, juste à la modification de ses achats. Encore une fois, c'est un récit apocryphe. Là. Je sais pas si j'ai pas contre-vérifié. Je suis pas allé vérifier mes sources, mais moi j'avais entendu des histoires de Walmart aux États-Unis qui faisait du publipostage et qui avait envoyé chez quelqu'un de la publicité reliée avec tous des produits pour les bébés, là, des couches, des choses comme ça. Et adressé au nom de la fille des parents. Donc, là, il y avait une fille de 16 ou 17 ans. Et là, les parents, très insultés, comment ça, vous envoyez des choses comme ça au nom de ma fille, blablabla. Bla, bla. Et eux savaient déjà qu'elle était enceinte avant même que les parents le savent. C'est-à-dire que juste parce qu'ils connaissaient les types ce qu'elle faisait comme achat dans le Walmart, puis ils voyaient, ils avaient vu qu'elle avait acheté des tests de grossesse, en tout cas, ils avaient tout déduit que t'es potentiellement enceinte et que là, ça valait la peine de la solliciter pour des produits qui tournaient, puis les parents étaient pas encore au courant, donc c'est une histoire, je sais pas si c'est vrai aussi, mais que j'avais entendu il y a 3-4 ans, donc c'est pour dire comment les machines peuvent en savoir sur nous, même si on veut pas qu'ils en sachent tant que ça. Donc, oui. Mais d'un autre côté, dans des applications vraiment ciblées, ça peut être vraiment des choses qui vont donner énormément d'informations. Je pense par exemple à une compagnie montréalaise qui s'appelle Exoskin, qui font des vêtements connectés. En ce moment, notre astronaute canadien dans la station spatiale porte des vêtements Exoskin qui prennent certaines mesures de biométriques sur lui, sur son expérience dans l'espace. Donc, moi, je sais qu'il y a un vêtement que probablement toutes les femmes vont vouloir acheter et se procurer, qui est un soutien-gorge, mais un soutien-gorge qui va être en mesure de pouvoir aisément détecter si tu as un cancer du sein. Dès la phase 0, c'est-à-dire à l'étape où est-ce que c'est très, très, très facile de le guérir. Et sachant que c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Puis pour quelques dollars de plus, tu achètes un vêtement qui, oui, a des senseurs à l'intérieur. Théoriquement, c'est pas pour t'espionner, c'est pour t'aider, mais faut quand même être conscient que toutes ces données-là vont s'aller quelque part sur un serveur et que peut-être, comme on le voit aujourd'hui dans les compagnies comme Facebook, il va y avoir des pertes ou des vols de données, puis là, ce serait un autre problème. C'est le propre, je pense, de l'informatique, c'est-à-dire qu'on ramasse des millions et des millions de données. Tu nous disais un peu plus tôt, Vincent, chez un de tes clients où tu es présentement, tu as un peu accès à de l'information sur la quantité de données que je pense que c'est des avions peuvent récolter dans une journée. Puis c'était des chiffres assez effarants, là. Oui, c'est pas des avions qui sont entre guillemets très récents. C'est des avions qui datent de quelques années, mais c'est l'Airbus A350 qui génère 2,5 térabytes de données par année, pas par année, par jour, pardon. Ça, c'est l'équivalent d'un disque dur là, qu'il faut aller chercher dans l'avion. Et donc, ce volume de données-là, s'il fallait que l'avion le transmette en vol, ça serait ça coûterait très, très, très cher à la compagnie aérienne parce que transférer des données au-dessus de l'Atlantique, malheureusement, il n'y a pas d'Internet illimité Vidéotron avec fil à 150 km, à 150 000 nautiques au sud de Reykjavik. Donc,
ces données-là doivent être conservées dans l'avion, puis je ne sais pas s'ils sont téléchargés en arrivant au sol par un système Wi-Fi sécurisé ou si c'est carrément un disque dur qui sort, mais ça fait une quantité absolument incroyable de données et c'est pas quelque chose qui va en diminuant. Ils vont sortir un nouvel avion en 2020 qui lui va générer 3 fois plus de données. Mm-hmm. Donc on parle de 7,5 TB par jour. Il y a apparemment 10 000 senseurs par aile. Et ça nous amène peut-être à aborder un sujet qui a été popularisé plus par les gens chez Microsoft quand ils parlaient du edge computing, donc l'informatique, si je la traduirais en français, ça serait l'informatique à la borne, à la bordure, à la frontière, à la frontière, plus à la frontière, à la frontière, mais frontière dans le sens justement proche d'où est-ce que sont justement nos internets des objets. C'est-à-dire que si on décrirait le edge computing, c'est le fait que les processeurs deviennent de plus en plus moins dispendieux. Donc, c'est plus facile de mettre de l'intelligence directement sur les senseurs. Donc, comme on pourrait dire, de ce moment-là, faire un pré-traitement et de pas envoyer forcément toutes les données sur le cloud. Ou comme ton exemple de l'Airbus, c'est-à-dire qu'on n'envoie tout simplement pas, on les sauvegarde sur un espace disque qui coûte moins cher et rendu au sol, là, on transfère soit physiquement le disque dur ou on le transfère avec une communication quelconque. Donc, ces types de choses-là, c'est ça qu'on voit apparaître de plus en plus, là, d'intelligence à la frontière. Oui, c'est ça. En fait, l'intelligence à la frontière, elle a vraiment plusieurs buts. Mais un des buts, c'est arriver à traiter cette information-là localement, autant que faire se peut, pour que ça soit, par exemple, sauvé sur les frais de données. Donc, on essaie de déterminer localement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on envoie uniquement ce qui est important dans le cloud. Si on reprend l'exemple de notre avion, s'il y a 50 senseurs de température dans les ailes et que tous les senseurs donnent une température de moins 50 degrés, parce qu'on est très très haut dans le ciel, est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer 50 fois moins 50 degrés, ou on peut dire ils ont tous la même température? Ou on sort la moyenne, puis c'est la moyenne qu'on envoie. Ou on sort la moyenne, c'est la moyenne qu'on envoie, ou on sort la moyenne plus ceux qui sont plus de 2 degrés à l'écart de la moyenne, ou il y a plein de pré-traitements qui peuvent être faits, mais ça permet de diminuer énormément la quantité d'informations qui est envoyée vers le cloud. Ça peut permettre aussi de continuer à fonctionner même si on n'a plus de cloud. Parce que il y a quelques semaines, aux îles de la Madeleine, ils ont eu une très très grosse tempête. Les îles de la Madeleine sont reliées au continent par 2 câbles à fibre optique. Juste pour nos auditeurs européens ou en Afrique, ou si on parle ici d'îles qui sont situées au nord du Québec, qui sont littéralement dans l'estuaire du Saint-Laurent, à quoi? En fait, c'est en plein milieu du Golfe. Donc, c'est à peu près à 50 000 nautiques de la côte la plus proche, là. Qui en kilomètres donnerait à peu près quoi? Sont à peu près une centaine, 200... 180. Ouais, kilomètres. Donc, et c'est une petite archipel, c'est quand même assez petit, mais quand t'as plus aucune communication, ils se trouvaient, ils étaient comme seuls au monde, eux autres, là. Oui, mais en fait, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte à quel point il y a des choses qui dépendaient de leur capacité à faire sortir des données des îles. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que mon père vient des îles Madeleine, donc j'ai encore de la famille là-bas. On était plus capable de communiquer avec eux. C'était aussi simple que ça. Mais là-bas, sur place, ils avaient des problèmes parce que le système cellulaire dépendait de la communication avec le continent. J'ai cherché à comprendre pourquoi. J'ai l'impression que c'est pour des questions de commutation puis de facturation. Mais donc, les tours cellulaires aux îles étaient encore fonctionnels, mais ils n'étaient pas capables de passer d'appels même de 2 téléphones de la même tour de l'un à l'autre. Le réseau filaire, lui, continuait à fonctionner. Cependant, les centres d'appel 911 sont centralisés sur le continent. Donc, si vous essayez d'appeler le 911, normalement, ça va à un appel qui est sur le continent. Là, il n'y en avait pas d'appel 911. Donc, les numéros 911 ne fonctionnaient pas. Votre guichet automatique, il fonctionne encore, mais il ne sait pas combien vous avez d'argent dans votre compte parce que c'est stocké sur les serveurs de Desjardins qui sont sur le continent. Donc, pas moyen d'avoir d'argent comptant. Même chose pour les transactions par carte de crédit.
c'est là qu'on se rend compte que, une connexion donnée, il y a beaucoup de choses qui en dépendent. À un niveau, si on y va par analogie, le edge computing, ça vise à essayer de gérer le plus de choses localement, et ça vise aussi à ajouter une fonctionnalité de stockage et de transfert. Donc, si par exemple vous êtes pas aux Îles-de-la-Madeleine, vous êtes dans une mine dans le Grand Nord québécois, c'est à peu près garanti que vous n'avez pas de fibre optique qui se rend là. Vous avez probablement des liens données satellites, mais il peut y avoir des pépins. Vous pouvez perdre vos connexions données pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, 6 heures, un bris d'équipement, quelque chose. Ben évidemment, à ce moment-là, si vous n'avez pas la capacité de stocker vos informations, ou si vous avez absolument besoin que votre donnée aille au serveur central dans le cloud pour pouvoir interagir, faire fonctionner vos équipements localement, en cas de pépin de communication, vous avez vraiment des gros problèmes. Tandis que avec le edge computing, donc si on a un appareil qui lui se situe à la frontière, en fait, entre votre infrastructure locale et le cloud, lui va se mettre à la place du cloud, garder les données localement, et lorsque la communication va être établie, tout simplement envoyer ces données-là au niveau du cloud. Puis je t'entends, puis on entend, on répète depuis le début de l'émission plusieurs fois le mot cloud ou le mot Azure, parce que c'est l'offre que Microsoft a pour le cloud. Donc, le cloud aussi devient les évolutions qu'il y a eu sur le cloud, puis ça a été gigantesque, les évolutions que entre autres Azure ou que Amazon ont fait dans les 3 dernières années. Ça aussi, ça vient influencer le monde du IoT. Oui, en fait, la plupart de ces services-là, d'ailleurs, il y a plusieurs services, et chacun de ces services-là a comme sa niche un peu. Donc, il y a des services qui sont de manière à traiter beaucoup de données rapidement. Il y a d'autres services, mais en les stockant à court terme. Il y a des services qui sont au contraire beaucoup plus basés sur l'archivage. Donc, dépendant si ce qu'on recherche, c'est une basse latence ou si c'est une grosse capacité de stockage à faible coût, ben il y a différents services qui sont disponibles dans Azure. Je pense qu'aujourd'hui, on peut même dire que c'est les objets connectés qui génèrent le plus de données sur la planète, plus que ce que les humains peuvent créer. Puis ça, on a probablement dépassé ce seuil-là dans les dernières années, là. C'est assez effarant, les données qui sont créées. Tu donnais l'exemple de l'Airbus, mais les objets connectés créent plus de données que toute autre chose là dans notre monde. Ben, il y a des spammers que je pense qui sont capables de t'envoyer beaucoup de publicité, pas mal plus que des objets connectés, mais oui, effectivement, la quantité de données est de plus en plus effarante. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que ces appareils-là, eux autres, ne dorment pas, sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc oui, ça fait énormément de données à traiter. Bon, t'as raison qu'il y a quand même beaucoup de petits robots, mais qui s'adressent, que ce soit juste pour faire des faux tweets ou des faux comptes Facebook, juste pour donc il y a une autre forme d'objets non connectés qui cherchent à influencer les êtres humains. Ça peut être des emails, comme tu disais. Tout à l'heure, on parlait d'Azure Edge, Vincent. Est-ce que quelqu'un, mettons, qui serait intéressé, là, c'est quoi la façon la plus simple de pouvoir soit commencer ou débuter à maîtriser un peu mieux ces technologies-là? Ben, du côté d'Azure Edge, en fait, Azure Edge, c'est un service offert par Microsoft qui permet de vraiment faire l'interface entre tout ce qui est local au niveau des devices et tout ce qui est du côté cloud. Dans les fonctionnalités que Edge peut offrir, puis si on regarde au niveau marketing, là, on parlait au début de l'émission de tout ce qui est manufacturing 4.0. Objets connectés dans une usine au niveau du manufacturier, c'est vraiment un peu là où Edge semble vouloir s'insérer. Donc c'est un runtime en fait qu'on peut installer sur un ordinateur qui lui va s'occuper de un peu émuler un cloud au niveau local. Donc pour pour différents appareils, s'il y a des appareils qui sont capables de se brancher directement sur le cloud, la mécanique utilisée par Azure pour
se connecter à un appareil, c'est ce qu'on appelle IoT Hub. Le fonctionnement d'IoT Hub, dis-je, ce serait pratiquement un podcast en soi. Mais donc, cet objet-là va aller se connecter sur IoT Hub, et là, il y a toute une mécanique qui est en place pour justement la sécurité, pour pas que n'importe quel appareil se branche dessus, pour qu'un appareil soit authentifié. Donc, on est certain que c'est notre appareil, on est certain où il est, on est certain qui est le propriétaire. Bon. IoT Edge, Azure Edge, a tendance, s'insère, lui, au niveau local, mais par exemple dans l'usine, et les appareils vont se connecter à Edge, qui lui ensuite va transférer ça vers le cloud. Qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet éventuellement de pouvoir connecter des appareils qui ne parlent pas le cloud, qui ne parlent pas, qui sont pas capables de se connecter à Internet parce qu'ils ont été construits avant cette révolution-là, dirons-nous. Et donc, ou tu ne veux peut-être tout simplement pas les connecter sur Internet directement. Oui, effectivement. Parce que tu réduis ta surface d'attaque. Effectivement. Puis c'est sûr qu'une soudeuse au laser folle, une découpeuse au laser folle dans une usine, ça peut probablement faire du dommage. Mais donc, oui, il y a une question de sécurité aussi. Donc, ton Edge va interfacer avec les appareils au niveau local, peut à ce moment-là aussi traiter les données de ces appareils-là et réagir automatiquement. Donc, si on peut au niveau local dire, bon, mais si la température de tel équipement est trop élevée, diminue tout de suite la vitesse de l'équipement qui, lui, se trouve à être en amont, pour lui permettre de pouvoir refroidir en traitant un petit peu moins d'unités par minute, par exemple. Donc, ça permet de faire un certain contrôle des procédés au niveau locaux. Ça permet aussi d'avoir un moteur. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. J'utiliserais peut-être l'expression greffe de cerveau. Donc, si on a un moteur d'intelligence artificielle dans le cloud qu'on a entraîné. Donc, comme on parlait au début de l'émission, on a une série de données d'entraînement. On se sert de ces données-là pour entraîner notre moteur d'intelligence artificielle. Ben, une fois que le moteur est entraîné, on peut littéralement transférer ce cerveau-là dans le Edge et qui, lui, va traiter les mêmes données au niveau local, sans nécessairement qu'on sache encore qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau en question, mais il a les mêmes capacités que si c'était envoyé directement dans le cloud, et a aussi la capacité de détecter les anomalies. Donc, tiens, c'est drôle, je m'attendais à avoir telle réponse, j'ai telle autre réponse, et envoie à ce moment-là ces informations-là, mais uniquement ces informations-là, au niveau du cloud. Donc, ça permet de réduire énormément la bande passante qui est utilisée pour envoyer vers le cloud. Ça permet aussi, ça je l'ai mentionné, si on a du contrôle, au lieu que le contrôle se fasse au niveau du cloud, s'il se fait localement, ben, on a une latence qui est beaucoup plus basse. Et le fait qu'on ait une composante comme ça qui se situe vraiment à la frontière, ça diminue la surface d'attaque. Donc, il y a vraiment, comme Guy le mentionnait, il y a vraiment un gros aspect de sécurité à ce niveau-là. Oui, puis la sécurité, encore là, dans une usine, si toutes tes, mettons, tu parlais des soudeuses, des machines à découper, s'ils seraient toutes branchées live sur le cloud, avec une adresse IP qui serait publique, mettons un compétiteur qui serait malveillant, puis il pourrait commencer à faire, par exemple, des attaques de denial, comment on dit ça en français, donc finalement pousser les déni de service. Déni de service sur tes équipements. Puis si ils font ça pendant des heures et des heures, ben c'est toute ton usine qui produit plus. Donc ça peut devenir quasiment une façon pour des compétiteurs de compétitionner en essayant de mettre tes machines sur le dos. Puis ça peut sembler un peu de la science-fiction où des gens vont dire ben voyons donc, mais écoute, dans le marché des affaires, là, il y a personne qui se fait il y a des compétiteurs qui sont pas trop gentils. Donc, s'ils peuvent trouver moyen, ils vont surtout qu'ils peuvent faire ça dans un pays où c'est impossible de les amener en cours. Donc, il peut y avoir éventuellement des questions de sécurité nationale aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire des centrifugeuses iraniennes qui étaient utilisées pour l'enrichissement de l'uranium, qui ont été piratées. Donc, il y a
quelqu'un qui a introduit un virus et elles se sont mis à littéralement s'autodétruire. Ils sont partis hors de contrôle puis elles se sont autodétruites. Elles étaient pas connectées à Internet. Je pense que ça fonctionnait avec des clés USB puis des choses comme ça. Ouais. Je pense que il y a des organisations pas paragouvernementales, mais de militaires qui ont participé à faire ça. Donc, oui, c'est ça. Tout à fait. C'est définitivement pas quelqu'un dans son garage qui a fait ça tout seul. Mais à partir du moment où on a des appareils comme ça qui sont connectés, il y a vraiment une composante sécuritaire qui est importante. Et d'autant plus que ces instruments-là peuvent avoir un impact sur la vie des gens ou carrément sur l'économie. Si on imagine, par exemple, qu'il y aurait dans un monde futur des voitures autonomes et que le 3/4 du parc automobile d'un pays est constitué de voitures autonomes, ben à partir du moment où quelqu'un arrive à désactiver ces voitures autonomes-là, ben l'économie du pays vient d'arrêter là, jusqu'à ce que les voitures repartent. Si plus personne n'est capable de se déplacer, ça peut être un problème. Puis à mon avis, il va arriver, peut-être pas quelque chose aussi dramatique, mais il va arriver quand même un événement qui va sensibiliser beaucoup les gens à cette problématique-là. Et moi, je serais pas surpris que dans un futur quand même assez rapproché, que là, il va y avoir des formes de branding, que tu vas chercher un peu comme aujourd'hui, tu as le Intel Inside qui dit « Ah, c'est un chip Intel qui est à l'intérieur ». Ben, il va y avoir une espèce de marque de commerce qui va te dire « Ah, cet équipement-là est sécurisé ». Puis donc quand tu vas acheter un bidule quelconque, tu vas chercher à dire y a-tu son Secure Inside ou son quelconque forme de logo que tous ces fabricants-là vont s'assurer de respecter parce que justement l'industrie va prendre conscience qu'il faut qu'elle démontre aux acheteurs que leurs produits sont sécures parce que aujourd'hui là c'est le cas mettons si tu achètes un équipement pour te connecter à Internet, les routeurs Wi-Fi, écoute, ils sont tous pas sécures en partant, tout le monde, c'est tout le même mot de passe, donc ça change tranquillement pas vite, mais pas si vite que ça, donc je pense qu'il va falloir qu'il arrive un petit drame pour que là, le monde dise « Oh, attends une minute », puis que là, les fabricants soient obligés de réagir. Ben, le drame, un drame, on en a vécu un il y a pas longtemps, là, les fameuses caméras IP, là, qui ont été hackées, là, puis c'était tout les hackers ont uploadé des zombies là-dessus là pour faire des attaques. C'est arrivé il y a pas longtemps là. Puis il y a eu comme un éveil là suite à ça là au niveau de sécurité. Là. Mais ça n'a pas fait mal aux fabricants qui vendent ces équipements-là, souvent qui vendent un peu pas assez cher parce qu'ils mettent pas le vrai coût pour les sécuriser correctement. Puis il faut à un moment donné que ça leur fasse mal pour qu'ils disent mais là faut que je fasse de quoi parce que moi je te dirais que c'est le contraire, c'est les utilisateurs, c'est les acheteurs qui doivent être sensibilisés à ces problèmes-là. Ouais, ben en fait, il y a les acheteurs, il y a les acheteurs, il y a les manufacturiers, puis il y a aussi toute la chaîne d'approvisionnement de commandes. Je sais pas si vous avez entendu l'histoire sur Bloomberg récemment où il y a une compagnie qui vendait des serveurs qui faisaient quoi exactement, mais qui étaient vendus à des agences de sécurité américaines qui ont généralement 3 lettres. Et ils les faisaient manufacturer en Chine et les Chinois ont implanté une puce sur le serveur à l'insu du manufacturier qui envoyait une partie du trafic directement en Chine. Donc, ça demande aussi un bon contrôle de la chaîne d'approvisionnement à ce niveau-là. Là. Mais c'est un peu la guerre qui se passe aujourd'hui entre les Américains puis la compagnie Huawei en Chine. Derrière ça, il y a le 5G, puis il y a toute la maîtrise finalement de la technologie, puis c'est une guerre qui est pas juste commerciale, il y a une dimension militaire derrière ça aussi. Là. Mais là, on sort du sujet de notre émission. Oui, pas mal. Si vous voulez le couper au montage, vous pourrez. Écoute, Vincent, je pense que ça fait pas mal le tour de toutes les dernières avancées qu'il y a eu du côté IoT. Souvent, ce qu'on fait, Vincent, quand on termine l'émission, c'est qu'on demande à notre invité s'il y a un site web, un livre, quelque chose qu'il aimerait recommander à nos auditeurs. Je sais pas si c'était quelque chose que tu voudrais partager.
Oui, ben en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces jours-ci. Moi, j'aimerais plutôt focusser sur l'intelligence naturelle, dirons-nous. Quand on regarde un peu ce qui se fait en intelligence artificielle, puis en tout cas, moi j'ai plusieurs enfants à la maison, c'est toujours assez impressionnant de voir à quel point des problèmes qu'un enfant de 2 ans est capable d'analyser rapidement. Genre, tu lui montres une photo de chien, il dit chien, tu lui montres un toutou de chien, il dit chien, tu lui montres un chien dans la rue, il dit chien. Arriver à faire ça en détection d'image, que le concept ça soit le même concept de chien pour les trois, c'est quelque chose qui en intelligence artificielle, c'est encore un grand, on n'est vraiment pas encore rendu là. Donc, faut prendre soin de notre cerveau, d'autant plus que, en tout cas, en tant qu'informaticien, moi, je passe ma journée à essayer de résoudre des problèmes. Donc, que mes neurones soient en forme, ça aide. Et j'avais une lecture qui s'appelle Mind Hacker en anglais. C'est 60 trucs et jeux pour exercer votre cerveau et pour l'amener à un autre niveau. Donc, des fois, c'est une petite lecture, là, c'est 3-4 pages par petit truc, essayer quelque chose, faire quelque chose de nouveau chaque jour, apprendre quelque chose, lire un texte à l'envers, mais des choses qui vraiment font travailler le cerveau un petit peu différemment et donc pour aider à se dérouiller les neurones, parce que avec les réseaux sociaux et les épisodes d'occupation double, des fois ça peut s'encrasser un petit peu ces neurones-là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui permet de stimuler d'une manière un petit peu différente le cerveau. Puis c'est un livre papier, donc on n'a pas besoin d'électronique pour lire. Ça se lit bien au chalet en 2 gorgées de vin. On mettra le lien, nous, sur le site web. Écoute, Vincent, on te remercie beaucoup pour l'émission. C'est moi qui vous remercie. On va souhaiter, nous, bonne programmation à nos auditeurs. On les revoit le mois prochain. Guy, le mot de la fin? Au revoir! Allez, au revoir.